Bonsoir à tous et bienvenue dans ce quatrième ou cinquième soirée webconférence de cette manifestation Incroyable Printemps avec les incroyables comestibles. Ce soir consacré à la résilience alimentaire, où on a le grand plaisir de recevoir Arnaud Vance de l'association Les Greniers d'Abondance, que vous pouvez retrouver sur internet résiliencealimentaire.org. Des spécialistes, ils font vraiment un superbe travail dessus. Une appréciation basée sur le bouquin que vous pouvez trouver en ligne, qui est en libre accès et que vous pouvez trouver aussi en librairie, sur la résilience alimentaire, qui est vraiment excellent, et je pèse mes mots. Voilà, il me reste plus qu'à passer la parole à Arnaud. Merci d'être là, Arnaud, et la parole est à toi. Ça marche. Merci, Johan. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour cet incroyable printemps numéro 1. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu, de manière assez générale, les travaux de l'association Les Greniers Abondance. Donc la thématique de la conférence est Vers des territoires résilients, zoom sur notre système alimentaire, vulnérabilité et voie de résilience. Donc, vous allez voir, ça sera assez dense. On va essayer d'avoir une vision assez systémique de notre système alimentaire. Et donc, c'est pour ça que si vous avez des questions, on va plutôt les aborder à la fin. L'idée là, ça va être de comprendre un petit peu ce que c'est notre système alimentaire aujourd'hui, notre système alimentaire industrialisé, et pourquoi aujourd'hui il a des vulnérabilités et quelles sont les menaces qui pèsent sur lui. Et après, on essaiera de discuter un petit peu de ce concept de résilience et dont on entend beaucoup parler, et pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de rendre nos systèmes alimentaires plus résilients. Et on finira par regarder un petit peu les différentes solutions. Nous, on appelle ça on appelle ça plutôt des voies de résilience. Alors on ne pourra pas toutes les aborder parce qu'elles sont assez nombreuses, mais on prendra quelques exemples. Et en tout cas, tout ce que je dis, ce que je disais tout à l'heure, toute la création de contenu de l'association, quasi tout est disponible sur notre site internet résiliencealimentaire.org. Peut-être juste pour vous me présenter en quelques mots. Donc moi, je suis membre bénévole et administrateur de l'association Les Greniers d'Abondance depuis quasi le début. J'ai plutôt une formation à la base d'ingénieur dans l'énergie, et puis je me suis reconverti depuis 6-7 ans autour de l'alimentation, de l'agriculture, et voilà, des questions alimentaires et de la transition alimentaire. Voilà, je suis animateur en agroécologie, maître composteur, et je fais aussi une reconversion d'ici quelques années en paysan. Voilà, donc je suis en formation en ce moment agricole. Alors déjà, peut-être juste pour peut-être certains se demandent pourquoi est-ce qu'on s'appelle les Greniers d'Abondance. En fait, l'un des fondateurs de l'association, Arthur Grimaupont, habite Lyon. Et à Lyon, en fait, il y a un bâtiment qui s'appelle le Grenier d'Abondance, qui est en fait un bâtiment qui date du XVIIIe siècle. Et c'était un bâtiment qui stockait l'équivalent d'un an de nourriture, donc de blé, différentes denrées alimentaires, pour faire en sorte qu'il y ait une sécurité alimentaire pour les habitants de Lyon d'au moins une année. Et donc, c'était les autorités locales qui géraient ce bâtiment. Bon, depuis lors, il a d'autres usages. Mais du coup, on a pris ce nom-là parce que pour nous, ce bâtiment, c'est vraiment le symbole d'une époque où les pouvoirs publics se préoccupaient de la sécurité alimentaire locale de leurs habitants. Et donc, on va voir un petit peu pourquoi nous, on préconise du coup de s'y réintéresser, en tout cas, aujourd'hui. Donc, l'association, elle a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant. On est environ 200 membres aujourd'hui, une quarantaine de membres actifs. Et l'idée à la base, c'était l'objectif principal de l'association, c'est d'étudier les vulnérabilités du système alimentaire face à différentes menaces globales et de promouvoir la résilience alimentaire des territoires. À la base, l'association s'est structurée sur 2 projets. Un projet de recherche-action, donc avec des chercheurs, en l'occurrence en lien avec le projet ORSAT, qui est un projet de recherche-action en lien avec la communauté de communes du Grand Angoulême. Donc c'est un projet de recherche qui est toujours en cours actuellement. Donc c'est en l'occurrence Arthur et Félix qui travaillent là-dessus, notamment. Et aussi l'écriture d'un guide. On a été une cinquantaine, ça demandait à peu près une cinquantaine de co-auteurs sur ce livre, de relecteurs, 1 an et demi de travail. Donc le guide que vous avez à gauche, là, vers la résilience alimentaire, faire face aux menaces globales à l'échelle des territoires. Donc ce guide, on l'a sorti juste avant les municipales de 2020. Donc c'est un bouquin qui
qui recense vraiment les travaux principaux de l'asso. Puis depuis, on en a fait d'autres. Donc c'est surtout sur ce bouquin-là, sur ce livre-là sur lequel je vais m'appuyer pour la présentation ce soir. Vous pouvez le télécharger librement sur Internet. Là, on en est environ sur notre site à 30 000 téléchargements, voilà, pour ce PDF-là. Et on l'a vendu aussi en version papier, donc il est accessible en librairie. Voilà, on l'a vendu à environ à 3 000 exemplaires aujourd'hui. Donc, comme je disais, il y a une activité de recherche de l'association, aussi une activité de sensibilisation, donc de vulgarisation autour de ces thématiques-là. Donc, la conférence de ce soir en fait partie. Et on a aussi un objectif d'accompagnement plutôt macroscopique, c'est-à-dire création d'outils comme le guide, comme Cratère, l'application Internet, dont on pourra un peu parler plus tard. On a aussi un tableau de bord de la résilience alimentaire. Voilà, on essaye de créer, outiller à la fois des élus, des citoyens, des agents territoriaux autour des questions alimentaires, de transition alimentaire, outiller les porteurs de projets alimentaires territoriaux, par exemple. Voilà pour la présentation de l'association. Avant de rentrer un petit peu dans le détail des menaces qui pèsent sur notre système alimentaire, je vais commencer par le définir. Ah oui, excusez-moi, c'est une petite slide, juste pour vous montrer que le terme de résilience et un peu cette thématique de crise ou de transition agricole est de plus en plus à la mode, et en tout cas, il fait de plus en plus parler de lui. Il y a pas mal d'articles, notamment depuis le Covid, qui sont tombés. Le Sénat s'y est intéressé, notamment une sénatrice qui a apporté une résolution autour de la résilience alimentaire et des territoires et de sécurité nationale en lien avec Stéphane Linou en 2019. Et il y a même une journée parlementaire donc à l'Assemblée nationale le 8 avril avec le ministre de l'Agriculture autour de la résilience alimentaire, toujours. Donc là, notre association y sera. Ce ne sera pas moi en particulier, mais il y aura d'autres membres de l'association qui seront à cette journée. Voilà. Donc c'est voilà, terme de résilience. Moi, les quelques dernières fois où j'ai écouté le président de la République, et à chaque fois c'est un terme qui est utilisé. Donc voilà, c'est un terme entre guillemets à la mode. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais essayer déjà de vous donner un exemple pour vous ayez un peu une vision de qu'est-ce que c'est le système alimentaire aujourd'hui. En tout cas, qu'est-ce que c'est le système alimentaire principal dominant, donc le système alimentaire agro-industriel mondialisé. Et on va partir d'un banal yaourt, un yaourt à la fraise. Voilà, donc un fameux yaourt à la fraise. Donc c'est un produit tout à fait de consommation courante. Et donc on va regarder un petit peu la différente liste de ces ingrédients. Donc bien sûr, il faut du lait en poudre, du lait écrémé, de la crème, poudre de lait, des protéines de lait, des ferments lactiques. Donc pour ça, on a bien sûr besoin de lait de vache. En général, ce sont des vaches Primolstein qui ont été sélectionnées par rapport à leur production laitière. Il faut savoir qu'en production de laitière conventionnelle, une vache mange environ 1 tonne de grains et de tourteaux de soja par an et environ 2 tonnes de maïs ensilé. Donc le tourteau de soja, il vient majoritairement d'Amérique du Sud. En France, on n'est pas du tout autonome on est forcément déficitaire en termes de protéines végétales. À peu près là, pour vous rendre compte, on importe environ la surface agricole équivalente du Finistère, du Morbihan et des Côtes d'Armor réunies, juste entre guillemets en tourteau de soja. Donc c'est assez énorme. Voilà, donc du coup, pour produire tout ça, voilà, on aura besoin de produire avec différents intrants. Donc voilà, des pesticides, des engrais pour produire ces productions-là. Là, ici, vous avez une image d'une usine qui produit l'engrais azoté, donc du coup du nitrate d'ammonium. Donc ça, c'est une usine en Inde. Aujourd'hui, en France, on importe quasi exclusivement nos engrais, disons, chimiques. Donc, pour ce qui est du protoxyde, du nitrate d'ammonium. Donc c'est très énergivore. Il faut environ 3 tonnes de gaz naturel pour produire 1 tonne d'engrais, parce qu'en fait on capte l'azote de l'air pour le transformer en engrais. Et vu que l'azote est une molécule très stable dans l'air, c'est très énergivore de la capter. Donc il faut 3 tonnes du coup de gaz naturel pour faire 1 tonne d'engrais. C'est 6% de la consommation mondiale de gaz naturel. Et c'est 2% de l'empreinte carbone française.
Et voilà, et c'est environ la même consommation d'énergie que tous les tracteurs français. Aujourd'hui, on a 1 million de tracteurs en France. On a plus de tracteurs que d'agriculteurs d'ailleurs. Voilà, donc ensuite, on va avoir besoin de. Donc là, c'est juste pour vous donner la production industrielle de vaches, et puis du transport, du coup, entre l'exploitation, la laiterie, etc. On va avoir besoin de fraises. Faut savoir qu'en France, on importe environ la moitié de nos fruits et légumes. Donc, du coup, ils ne sont pas produits en France. Là, vous avez sur cette photo aérienne un petit point blanc. Je ne sais pas si vous le voyez en bas à gauche. Et en fait, c'est la péninsule d'Ameria, donc ce qu'on appelle la mer de plastique. Donc, c'est un endroit où on cultive énormément de fruits et légumes, qui soient bio ou pas bio d'ailleurs, qui sont ensuite exportés partout en Europe, notamment en France. Donc, c'est sûrement là que cette fraise a été cultivée. Là, vous avez une autre photo aérienne du coup par avion d'Almeria. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu les conditions à la fois écologiques et sociales déplorables, les conditions de travail qui doivent être assez rudes là-bas. Donc là, on voit la production hors sol et différents ouvriers qui travaillent à la production de fraises. Donc là, encore une fois, on a besoin de produits chimiques, d'engrais, de transport, de logistique, de manutention. On a besoin de sucre pour ce yaourt à la fraise. Donc le sucre en France est majoritairement produit avec de la betterave sucrière, donc là, qui a défrayé la chronique il n'y a pas très longtemps, parce qu'ils ont réautorisé du coup un pesticide, les néonicotinoïdes, du coup, qui sont très controversés parce qu'ils déciment les populations d'abeilles notamment. Et donc on a, pareil, encore une fois, là, on a une usine de transformation. Et voilà, et encore une fois, tout un tas de produits qui sont utilisés pour la production de betteraves. On va avoir du jus de carotte, encore une fois, une usine, de la production. Il nous faut de l'amidon de maïs transformé. Donc on va avoir encore cette fois-ci cette production avec une usine de transformation, une amidonnerie. Un épicissant, donc la gomme de Goire, c'est le 412. Lui qui est une légumineuse qui est cultivée en Inde et au Pakistan majoritairement. Donc c'est donc un épaississant. Des carragédanes, qui sont eux un gélifiant, qui sont extraits d'algues et qui sont produits en Chine et aux Philippines. Et enfin des arômes, donc, qui sont issus de l'industrie pétrochimique. Voilà, donc ça pour vous dire que et encore, on est sur des phases, et puis du coup pas mal de phases de transform. Et donc tout ça pour vous dire que sur un banal aujourd'hui, pour un banal yaourt à la fraise, il y a 10 espèces végétales qui sont mises en œuvre, et il y a ça sur 4 continents différents du globe. C'est assez énorme, avec du coup des usines, des engrais, des pesticides, du transport, différentes ressources utilisées. Merci Johan. Et quand ce yaourt à la fraise est produit, c'est pas terminé. Il y a encore toute la phase de logistique. Là, vous avez le parc logistique de Chênes en Isère, qui est un des plus grands d'Europe. Voilà, où toute la production, en général, d'agroalimentaire arrive sur des centres-là, sont stockés, puis après, ils sont répartis dans les supermarchés. Il faut savoir qu'en France, mais en tout cas en France métropolitaine, 90% de notre alimentation est issue de systèmes agroalimentaires comme ça, en lien avec des supermarchés, des circuits longs, très complexes. Donc c'est la majorité, en tout cas aujourd'hui, notre alimentation. Donc là, vous avez un petit schéma qui reprend un petit peu ce système alimentaire. Donc voilà, on ne va pas forcément le revoir en détail, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la complexité, le fait qu'il y ait des transports à toutes les étapes, énormément de produits, et voilà, et que tout est entre guillemets interdépendant et en flux tendu. Là, vous avez un autre schéma du système alimentaire, qui est du coup une infographie. Donc, ce qui est intéressant de voir sur ce schéma, c'est qu'au final, la production, donc qui est en bas à gauche, en fait, c'est un des maillons du système alimentaire. Souvent, on pense tout de suite à l'agriculteur, la production, mais en fait, aujourd'hui, ce n'est qu'un seul des maillons. On a besoin, du coup, les agriculteurs ont besoin, bien sûr, d'intrants, que ce soit des semences, des engrais, des choses comme ça, des tracteurs. On va avoir toute l'étape de transformation, la distribution, bien sûr, l'étape de consommation, la gestion des déchets. Et tout ça qui est avec la politique foncière agricole au-dessus, voilà, qui varie selon les territoires. Et donc,
malheureusement, c'est souvent malheureusement, l'aspect production, donc entre guillemets les agriculteurs, sont souvent vus maintenant aujourd'hui comme une variable d'ajustement par rapport à un système alimentaire. Et ça crée du coup beaucoup de problématiques par rapport à ça. Hop. Et donc ce système alimentaire, en tout cas comme il est aujourd'hui, en fait, il s'est construit en assez peu de temps avec la Révolution verte, en gros depuis les années après-guerre, l'après-Seconde Guerre mondiale. Et il s'est construit sur des conditions qui aujourd'hui sont plus forcément réunies, en tout cas qui vont se dégrader dans le temps. Et donc c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui les conditions qui ont permis à ce système alimentaire d'être comme il est, voilà, ne sont plus garanties. Et donc on va le voir, on va voir pourquoi, en évoquant les différentes menaces qui pèsent sur ce système alimentaire. Et du coup, pourquoi il faut parler un petit peu de résilience. On verra dans un second temps. Donc, dans les différentes menaces qui pèsent sur le système alimentaire, il y a à la fois des menaces locales et globales. On va commencer par le changement climatique. Alors, là, sur ce schéma, vous avez l'évolution des concentrations du coup, dans l'atmosphère de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, la température moyenne du globe, du coup, sur votre droite, et donc la concentration en CO2 sur votre gauche. Et donc, bien sûr, le CO2 n'est pas le seul gaz à effet de serre. Là, ce qui est intéressant à voir sur ce schéma, c'est qu'il y a une corrélation quasi exacte entre le CO2 et la température moyenne du globe. Et là, ce qu'on voit, c'est que depuis 800 000 ans, en fait, on n'a jamais eu cette concentration. Donc là, on est un peu des apprentis sorciers. On a complètement pété les scores. Là, aujourd'hui, on a dépassé les 400 ppm. Voilà, donc on est déjà à plus 1,5 degré quasi depuis l'ère post-industrielle. Donc c'est assez énorme. Et donc ce changement climatique, il va avoir des conséquences extrêmement graves sur le système alimentaire. Alors je ne vais pas forcément trop détailler parce qu'on pourrait faire une conférence rien que là-dessus, mais juste vous donner quelques exemples. Là, sur cet autre schéma, vous avez la production de différentes productions agricoles depuis 1940. Donc vous avez la production énergétique, c'est sur votre gauche, et donc toutes les couleurs, donc c'est la production. Et vous avez aussi sur l'échelle de droite, la ligne rouge en pointillé, c'est la surface agricole cultivée qui permet du coup cette production alimentaire. Donc le point sur lequel je voulais aborder par rapport à ce graphe qui est très riche en informations, mais juste pour vous montrer qu'en fait il y a trois moments où il y a une chute de production agricole, de toute production confondue, en 1976, en 2003 et en 2016. Donc en fait, ces trois événements-là, c'est des événements climatiques. Donc en 1976 et 2003, ce sont des sécheresses extrêmes qui ont engendré des pertes de production en moyenne de 20-25%, mais dans certains territoires, c'était une perte de production totale. Et en 2016, c'était des inondations. Hop. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, ce que potentiellement ces événements-là graves, déjà ils vont sûrement arriver de plus en plus, et potentiellement ça sera aussi, comment dire, ce climat-là de grande sécheresse peut potentiellement devenir le climat futur. C'est un peu ce que montre cet autre graphique. Là, vous avez la projection d'indice d'humidité des sols. Voilà, donc ça c'est Météo France qui a produit ces pronostics. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc pour un scénario, disons, moyen, ni optimiste ni pessimiste, même plutôt optimiste d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que d'ici 2050 et 2080, 2100, l'indice d'humidité des sols, donc l'indice moyen, disons, un peu partout en France, notamment dans les zones très productives, comme la Beauce ou la Champagne ou la Picardie. En fait, ces indices d'humidité des sols, ils vont correspondre aux grandes sécheresses qu'on a déjà connues. C'est-à-dire que le climat futur sera en fait un climat extrêmement sec. Voilà.
Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu des choses qui vont se passer, enfin une menace clairement importante autour du changement climatique. Hop, donc là, c'est pour donner un petit peu une autre conséquence du changement. Ça peut être carrément des cultures qui brûlent, comme ici sur votre droite, où il y a des milliers d'hectares de vignes qui ont été tout simplement brûlés par la chaleur. Hop, alors une des autres menaces globales qui pèsent sur notre système alimentaire, c'est l'effondrement de la biodiversité, à la fois la biodiversité sauvage et la biodiversité cultivée. Schéma, vous avez la répartition des mammifères terrestres. Donc là, on n'est que sur les mammifères. Il y a environ 4 à 5 000 espèces de mammifères dans le monde. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'homme, donc au milieu, et ses animaux d'élevage, aujourd'hui, ils représentent 98% des mammifères. C'est-à-dire que les mammifères sauvages sont aujourd'hui quasi minoritaires et négligeables, et que c'est vraiment l'homme et ses animaux d'élevage qui font la majorité, en tout cas en masse, de la biomasse terrestre de mammifères. Il faut savoir que 60% des vertébrés terrestres ont disparu en 40 ans. Donc là, on est vraiment sur des effondrements de biodiversité. Le mot effondrement est fort, mais en tout cas, au niveau scientifique, il y a un consensus scientifique qui est d'accord pour dire qu'on vit en ce moment un effondrement autour de la biodiversité sauvage. Hop, un autre exemple sur les insectes, les oiseaux, les chauves-souris. Bon, là, vous avez une image d'un pare-choc avec plein d'impacts d'insectes. Bon, c'est juste pour illustrer, peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, c'est pas forcément trop visible, mais en tout cas pour les personnes un peu plus âgées, on s'est bien connu que voilà, il y a quelques dizaines d'années en arrière, quand on traversait la France en voiture, voilà, on nettoyait régulièrement son pare-brise. Pas parce qu'il y avait énormément d'impact d'insectes, et là, c'est rien que visuellement, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'insectes. Pourtant, les insectes, c'est le début de la chaîne alimentaire pour de nombreuses espèces, comme les oiseaux et les chauves-souris. Il y a une étude allemande qui est parue dans Nature en 2019 qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'elle a montré que dans l'équivalent de nos parcs, du coup dans des réserves naturelles en Allemagne, donc c'est un peu l'équivalent de nos parcs nationaux en France, ils ont vu qu'il y avait 75% des insectes dans ces zones naturelles qui avaient disparu en une trentaine d'années, et que au niveau des prairies, c'était 67% en seulement 10 ans. En France, on a perdu 38% de nos effectifs de chauves-souris en 10 ans, et on a perdu 33% de nos effectifs d'oiseaux agricoles en l'espace d'une trentaine d'années. Alors les causes de cet effondrement de la biodive sauvage, elles sont plutôt bien connues. Hein. C'est le fait que les milieux sont de plus en plus homogènes, l'utilisation massive de pesticides, l'apport massif d'engrais qui perturbe énormément la vie du sol, etc., les écosystèmes, et enfin le travail du sol fréquent et profond, donc le labour. Et pourtant, ces insectes, ces oiseaux, etc., ils ont des fonctions écologiques très importantes de régulation des ravageurs, bien sûr la pollinisation pour ce qui est des abeilles, mais pas que. Il n'y a pas que les abeilles qui pollinisent, il y a énormément d'autres espèces d'insectes. Et enfin, la fertilité des sols. Voilà, le recyclage des matières organiques, les choses comme ça. Tout ça se fait avec un sol, disons, vivant, riche en toutes sortes d'espèces, de bactéries, champignons, etc. Hop. Et donc pour illustrer ça, là vous avez c'est Solagro, donc une école d'agronomie, qui fait de la recherche autour de ces sujets, qui a établi un indicateur qui s'appelle l'indicateur de haute valeur naturelle. C'est un indicateur qui recense au niveau des territoires la diversité des assolements, enfin des cultures, l'intensivité des pratiques, pardon, et puis dans le paysage, quels sont les éléments pérennes qui sont favorables à la biodiversité, comme les zones humides, les prairies permanentes, les forêts, des choses comme ça. Et là, donc là, vous voyez qu'entre 1970 et 2000, cet indice, il a clairement diminué énormément. Voilà, donc encore une fois, là, c'est la cause au fait que nos paysages, agricoles ou pas, sont de plus en plus homogènes.
Et il y a de moins en moins de niches écologiques qui peut accueillir cette biodiversité. Et en plus, voilà, elle est attaquée de toutes parts par d'autres menaces. Pour parler d'homogénéité, vous pouvez utiliser là c'est un super outil de l'IGN, ça s'appelle Remonter le temps de l'IGN. Vous allez sur le site de Géoportail et vous pouvez aller un petit peu partout en France. Vous aurez à peu près toujours le même résultat. Donc là, vous avez une photo aérienne de 1960 et là, vous avez au même endroit une photo aérienne de 2020. Voilà, donc là, on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé. Les parcelles se sont agrandies, il y a moins de haies, moins d'arbres dans les champs, les zones urbaines se sont agrandies, développées, donc il y a aussi eu de l'artificialisation des sols. Voilà, vous pouvez vous amuser avec cet outil-là, et c'est extrêmement, extrêmement parlant. Notamment, moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour la Bretagne, et c'était très intéressant de voir qu'en Bretagne, il y avait, dans les années 1950-60, il y avait des arbres partout dans les champs, donc même dans les cultures, disons, de céréales. Voilà, il y avait, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Donc en fait, voilà, il y avait de l'agroforesterie au final partout en France. Encore il y a quelques, enfin voilà, en tout cas à l'après-guerre. On peut aussi parler de la biodiversité cultivée. Là aujourd'hui, on produit de plus en plus, enfin, moins en moins de variétés, en tout cas d'espèces végétales pour l'alimentation humaine et animale d'ailleurs. Donc là, sur ce schéma, vous avez les quatre principales productions végétales en fait, qui représentent 50% de la production mondiale, donc la canne à sucre, le maïs, le blé, le riz. Et si on prend les 9 espèces végétales, on arrive à 2/3 de la production mondiale. Donc c'est assez énorme. Puis on peut aussi parler de l'effondrement de la biodiversité en termes de semences. On a aussi à la fois perdu des semences, certaines qui devaient être entre guillemets pas sans trop d'intérêt, et puis d'autres éventuellement qui portaient beaucoup d'intérêt, notamment justement pour les changements d'écosystèmes qui vont arriver, comme le changement climatique et autres. Hop, une autre menace globale, c'est l'épuisement des ressources énergétiques et aussi des ressources minières. Donc là, sur votre gauche, vous avez une photo d'une mine de phosphate donc, qui est au Togo. Donc, et là, sur votre droite, on retrouve l'usine Haber-Bosch, donc le procédé Haber-Bosch qui produit du coup un engrais azoté. Donc, sûrement, je pense que vous devez le savoir, mais il y a environ, en gros, 3 grands éléments, 3 molécules, enfin 3 éléments chimiques qui sont les fameux NPK, azote, potassium, phosphore, qui sont des nutriments qui sont indispensables, donc qui sont des éléments limitants pour les plantes. Et donc à chaque fois qu'on fait une production végétale, on exporte ces nutriments-là hors du champ, et donc il faut les renouveler. Soit les renouveler en fermant les cycles, en faisant de l'économie circulaire, ou alors en les produisant de manière industrielle, soit soit en faisant d'extraction dans des mines, dans des gisements dans des gisements géologiques, ou alors en les produisant dans des usines. Avant 1950, on était autonome en France sur l'engrais azoté, enfin sur l'azote, et donc l'ensemble de l'azote provenait soit d'engrais organiques. Donc là, pour le coup, on bouclait les cycles par rapport à ça, ou de la production du coup de légumineuses. Et donc pour vous donner un petit peu l'ampleur de cette dépendance, si aujourd'hui on revoulait être autonome en termes, si on voulait être autonome en termes d'engrais, il faudrait mettre en culture 30% de la surface agricole française, rien qu'en légumineuses. Voilà. Donc après, bien sûr, il y a d'autres solutions en termes de recyclage et autres. Ça, on verra peut-être plus tard dans les voies de résilience, mais c'était juste pour vous donner que c'est assez énorme, rien que ça. Et donc, il y a encore une fois ici une dépendance forte du coup au pétrole. Donc, là, en l'occurrence, c'est au gaz naturel. Et donc, si on veut parler du coup sur la gauche du phosphate, là, on sait qu'il y a c'est une ressource qui est limitée, hein, le phosphate. Et on sait qu'on va sûrement avoir une contraction de l'offre d'ici certains disent 10, 20, 30 ans.
Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des gros problèmes d'approvisionnement en phosphate dans les prochaines dizaines d'années. La dépendance, elle est aussi très forte voilà, au niveau transport routier. Pour alimenter tout ce système alimentaire en France, il faut un équivalent de 30 000 semi-remorques qui traversent chaque jour la France. Donc, ça, comme vous pouvez le constater, c'est assez énorme. Et en France, clairement, on produit pas encore de pétrole. Et donc, les transports, on en a besoin, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, à toutes les étapes du système alimentaire, notamment la distribution, et donc l'achat par tout à chacun de nos denrées alimentaires. Il faut savoir qu'en France, il y a 7 communes sur 10 qui sont des déserts alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a 7 communes sur 10 qui n'ont plus de magasins de proximité pour faire leurs achats alimentaires. Donc, ça représente quand même 10 millions de Français. Donc, c'est pas négligeable. Là, sur ce schéma, vous avez donc l'évolution de la production de pétrole brut depuis 1985, avec une projection de l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, voilà, c'est un peu pour montrer est-ce qu'on a passé le pic pétrolier, ce fameux pic pétrolier ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en rouge, vous avez le pétrole conventionnel, et effectivement, le pic du pétrole conventionnel, on le sait aujourd'hui, il a été passé dans les années 2015, autour de 2015. Et donc là, il va forcément, la production, en tout cas de pétrole conventionnel, va baisser dans les prochaines années. Et aujourd'hui, ce qui permet de pallier ce manque de pétrole, donc c'est tout ce qui est les pétroles non conventionnels, qui sont notamment les gaz de schiste, beaucoup produits par les États-Unis, les États-Unis qui sont passés d'importateurs à exportateurs grâce au gaz de schiste. On a aussi les fameux pétroles de sable bitumineux, qui défraient souvent la chronique au Canada. Donc tout ça, c'est des pétroles qui sont qui sont difficiles à produire. Ils coûtent cher à produire. Ils sont dispersés, en tout cas pour les gaz de schiste. Et donc c'est aussi pour ça que le prix du pétrole va forcément augmenter. Et aussi, il va y avoir une contraction de l'offre, en tout cas qui est envisagée par l'Agence nationale de l'énergie dans les prochaines années. Et donc, qui dit contraction pétrolière dit souvent crise économique derrière. Et là, sauf que là, en l'occurrence, c'est une contraction pétrolière qui devrait durer dans le temps. Hop. Une autre menace qui pèse sur notre système alimentaire, c'est la dégradation et l'artificialisation des terres agricoles. Donc là, l'artificialisation, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Depuis 1960, on a perdu 20% de notre surface agricole disponible en France. Donc, on est passé de 28 millions d'hectares à 38 millions d'hectares cultivables. Donc, c'est souvent des destructions qui sont irréversibles pour les sols agricoles. Donc, c'est majoritairement soit à cause de zones pavillonnaires, comme là on le voit sur cette photo satellite, pour des zones de logistique ou pour des zones commerciales. Il faut savoir que l'artificialisation des sols augmente 3 fois plus vite que l'augmentation de la population. Voilà, donc souvent on entend souvent cet argument, oui, c'est parce qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc ça, en tout cas, pour le coup, c'est pas vrai. Et on entend souvent le chiffre d'un département tous les 15 ans qui est artificialisé. Et donc c'est vrai, c'est à peu près ça. On artificialise environ un département français moyen tous les 15 ans. Et souvent, c'est une artificialisation, c'est une perte de terres agricoles qui se fait vraiment aux abords des villes, en ceinture verte. Et c'est souvent, d'ailleurs, là où les villes se sont installées, c'est souvent que les terres étaient fertiles. Donc voilà, c'est bien dommage par rapport à ça. On a aussi une dégradation des sols en épaisseur. Donc là, c'est plus en surface, mais en épaisseur. Une érosion des sols qui est due beaucoup, qui peut être naturelle, mais qui est souvent due à des pratiques culturales comme du labour ou une non-couverture de sol pendant l'hiver. Il y a encore des zones où les sols sont laissés à nu un tiers du temps ou en tout cas un quart du temps. Donc c'est énorme. Et donc, quand il y a des catastrophes climatiques, des orages violents, comme on va avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique, on peut avoir des érosions brutales.
Et du coup, il faut savoir que du coup, ces sols, enfin en tout cas en France, les sols s'érodent 10 à 100 fois plus vite qu'ils ne se créent. Voilà, on a hérité de sols ça fait les sols ont mis à peu près 10 000 ans à se créer depuis la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans. Et là, du coup, ils sont en train potentiellement de partir petit à petit. Quand vous voyez des fleuves, des rivières, après des pluies qui sont marrons, pleines de boue, bah, c'est pas normal. Hein. Normalement, la terre, elle est censée rester dans les champs. Quand il y a des bonnes pratiques agricoles, les terres, les rivières n'ont pas de raison de devenir boueuses après des pluies. Et enfin, une dernière menace, c'est ces instabilités politiques, financières, sanitaires. Donc, sanitaire, bien sûr, avec le Covid. Là, vous avez une photo de distribution alimentaire de personnes démunies aux États-Unis. Voilà, c'est une photo du deuxième, enfin non, ou c'était pendant c'était pendant notre premier ou second confinement en France en tout cas. Voilà, donc là je ne vais pas forcément trop revenir dessus, mais voilà, on a vécu tous des crises financières. On sait ce que ça peut être une crise politique et là sanitaire. Là, rien que sur le Covid, on a bien vu au premier confinement, on a 200 000 travailleurs étrangers qui viennent en France régulièrement pour faire les récoltes, pour travailler. Bah, là, ils étaient bloqués aux frontières. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de récolte ou ça a été perdu. Voilà, en France, il y a environ, il y a environ 400. Non, je sais plus, je crois que c'est ça. On est 450 000 agriculteurs, 1 million de personnes qui travaillent dans l'agriculture. Donc c'est 3% de la population active et 1% de la population globale. En tout cas pour ce qui est des agriculteurs. Et là encore une fois, c'est potentiellement aussi une grande menace. Le fait que la population d'agriculteurs a baissé. Il y avait un tiers d'agriculteurs en France après la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui, c'est que 1% de la population globale française. Donc c'est extrêmement peu. Et on sait qu'il y en a énormément qui vont partir à la retraite dans les prochaines années. Et pourtant, on aurait plutôt besoin de plus d'agriculteurs si on veut promouvoir des pratiques, disons, agroécologiques, des pratiques bénéfiques, disons, pour l'environnement, etc., comme la plantation de haies. Voilà, on a plutôt besoin d'intensivité en manœuvre et moins en produits, des choses comme ça. Et donc pourquoi parler de résilience? En fait, parler de résilience, c'est dire qu'il va y avoir une convergence de ces menaces, donc changement climatique, effondrement de la biodiversité, baisse des ressources énergétiques et minières, au niveau de la dégradation des sols, et puis voilà, des crises politiques et sociales qui vont pouvoir engendrer. Et un peu ce que je disais tout à l'heure, les conditions du coup qui ont permis à ce système alimentaire d'être comme il est aujourd'hui, notre système alimentaire agro-industriel, ne sont plus garanties dans l'avenir, dans les prochaines années. C'est pour ça qu'il est nécessaire de le transformer en profondeur. D'où le fait de parler de résilience alimentaire. Alors la résilience alimentaire, je vais vous donner alors il n'y a pas forcément de consensus aujourd'hui sur la définition exacte. Moi, je vais vous donner notre définition du coup de ce concept. Donc là, je vous montre, c'est le fameux guide qu'on a édité. Donc la résilience des systèmes alimentaires ou résilience alimentaire peut se définir comme la capacité d'un système alimentaire et de ses éléments constitutifs à garantir la sécurité alimentaire au cours du temps, malgré des perturbations variées et non prévues. La sécurité alimentaire d'un territoire est assurée lorsque tous ses habitants ont à tout moment la possibilité physique, sociale, économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Voilà pour la définition. Voilà, en gros, ce qu'il faut tenir, c'est un système est résilient quand il a une capacité à absorber un choc et à retrouver ses fonctions initiales. Voilà, donc je vous ai mis un petit peu en dessous quelques critères de résilience, comme la diversité, comme l'autonomie d'un territoire, comme la modularité et la connectivité entre territoires. Donc là, c'est intéressant de voir la résilience à la fois comme locale et globale. Par exemple, là, si on prend l'exemple de la vallée de la Roya, qui a du coup
voilà, qui ont eu une catastrophe climatique et qui ont perdu quasi toute leur infrastructure, que ce soit l'électricité, l'eau potable, etc., en quelques heures. Alors on voit bien que eux, ils avaient en très pré-local, c'était assez peu résilient, mais au final, ils ont eu besoin de l'extérieur pour leur venir en aide. Et à côté de ça, on va avoir des catastrophes globales, comme le réchauffement climatique, qui vont impacter tout le monde, plus ou moins, selon les territoires. Donc la redondance aussi, c'est un critère bien sûr de résilience. Et la cohésion des acteurs et leur capacité à s'entraider entre eux. Et juste un petit point de vigilance pour dire que la résilience, rien que ce paramètre résilience n'est pas suffisant pour rendre un système alimentaire souhaitable. Parce qu'on peut tout à fait imaginer des systèmes résilients qui soient ni éthiques, ni socialement durables, ni souhaitables. Voilà. Moi, je pensais à ça tout à l'heure. Par exemple, si on prend l'exemple d'un régime, si on prend par exemple le régime nord-coréen qui est une dictature, potentiellement une dictature, ça peut être très résilient. Mais est-ce que c'est souhaitable? Je ne pense pas. Donc, en termes de résilience alimentaire et de collectivité territoriale, c'est vrai que nous, on pense au sein des greniers que les collectivités, c'est un bon échelon pour réfléchir à cette résilience alimentaire. Bien sûr, c'est important de réfléchir à toutes les échelles, hein, à l'échelle citoyenne, à l'échelle d'un département, d'une région, nationale, même européen. On a la PAC, hein, qui est un outil puissant, qui est en train encore d'être rediscuté en ce moment. Mais en fait, les collectivités locales, elles ont énormément de pouvoir. Elles peuvent agir à différents niveaux du système alimentaire. Si vous vous rappelez le schéma tout à l'heure du système alimentaire, là, je vais vous lister, je reprends le guide parce que je ne connais pas par cœur, il y en a beaucoup au final, des pouvoirs des collectivités locales. Je vais vous lister quelles sont les capacités aujourd'hui des collectivités locales par rapport à ça en France. Celles qui sont responsables du coup de la planification et de l'aménagement urbain, du développement économique et agricole, de la restauration collective. Il faut savoir, en France, en tout cas avant le Covid, il y avait un repas sur 6 qui est pris en restauration collective. C'est souvent un des premiers leviers d'ailleurs qui est mis en œuvre par les collectivités locales sur ces questions-là. Au niveau de la commande publique, vu que c'est un repas sur 6, c'est pas négligeable, c'est quand même relativement important. Et bien sûr, du coup, on peut favoriser une production locale, on peut favoriser toute une filière. Hein, on peut favoriser aussi une filière de stockage, des légumeries, des conserveries. Ça peut être vraiment un outil puissant en termes de reterritorialisation de notre alimentation. C'est elles aussi qui sont responsables de la politique d'assainissement, de la collecte, gestion et prévention des déchets. Donc, par exemple, sur la question du bouclage des nutriments, donc ces fameux azote, potassium, phosphore. Aujourd'hui, il y en a énormément qui sont, la majorité du système d'assainissement, en tout cas comment il est fait aujourd'hui, énormément de ces nutriments sont perdus. Le bouclage des cycles est très faible. Et comme on l'a vu, on est très dépendant à la fois de l'extérieur et du pétrole pour ces nutriments-là. Donc, c'est très intéressant de penser à boucler ces grands cycles-là. C'est aussi les collectivités qui gèrent le cycle de l'eau, disons, leur environnement local. Elles peuvent aussi agir sur leur plan communal de sauvegarde, le PCS. Et enfin, il y a là aussi la clause générale de compétences, le CGC, qui confère une capacité d'initiative aux communes, au-delà des domaines de compétences qui leur sont strictement attribués par le droit en vigueur, sur le fondement de l'intérêt territorial en la matière. Voilà, donc ça c'est, en gros, elles peuvent faire aussi un petit peu ce qu'elles veulent, si en tout cas c'est dans leur intérêt. Et enfin, un autre élément qui est important, pourquoi cet échelon territorial, disons commune, comité de communes, c'est aussi parce qu'elles ont une connaissance très fine de leur territoire, que ce soit de leur environnement, de leur écosystème, des acteurs. Voilà, c'est notamment pour ça que les PAT sont un outil intéressant. Alors, ils ne font pas tout, mais en tout cas, les projets alimentaires territoriaux permettent de mettre autour de la table tout ce système alimentaire, en tout cas tous les acteurs locaux. Et du coup, c'est très intéressant là-dessus. Pareil, on pourrait faire une conférence spécifique sur les PAT. En tout cas, vous pouvez retrouver vraiment toutes les infos sur les guides, notamment sur le financement des projets alimentaires territoriaux. Il y a un chapitre spécifique dans le guide papier. Et les guides PDF aussi accessibles sur notre site.
Et donc, du coup, par rapport à ça, nous, on a essayé de lister tout un tas de solutions, tout un tas de voies de résilience spécifiques à chaque maillon du système alimentaire pour voir comment rendre ce système moins vulnérable par rapport aux différentes menaces globales qui pèsent sur lui. Donc, je ne vais pas forcément. Car il est là. Voilà, on est environ à 45 minutes de conférence. Je vais juste. On a 11, en fait. Dans le guide, pour chaque voie de résilience, on fait un petit topo, il y a des leviers d'action, on donne des exemples spécifiques, voilà, locales. Donc, il y a environ une cinquantaine, je dirais, une centaine d'initiatives locales qui sont répertoriées dans notre guide, qui peuvent être des très bons exemples ou qui peuvent être intéressants à reproduire plus ou moins sur vos territoires. Voilà, là, c'est une infographie qui répertorie un petit peu les 11 voies de résilience qui sont répertoriées dans notre guide. Alors désolé, c'est la plus grosse partie du guide, mais c'est peut-être pas la plus grosse partie de la conférence. Il y a énormément de choses à dire. Je vais prendre quelques exemples et puis je vais juste vous les lire parce que c'est écrit un peu petit. Je ne pense pas que tout le monde ait la capacité de lire ce qu'il y a à l'écran. Donc, la première voie de résilience, c'est augmenter la population agricole, préserver les terres agricoles, favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes, diversifier les variétés cultivées et développer l'autonomie en semences, adopter une gestion intégrée de la ressource en eau, évoluer vers une agriculture nourricière, généraliser l'agroécologie, donc les pratiques agroécologiques, développer des outils locaux de stockage et de transformation, simplifier et raccourcir la logistique de l'achat alimentaire, manger plus végétal et recycler massivement les nutriments. Voilà le premier exemple que moi, en tout cas au sein des greniers, on trouve très inspirant, et notamment là pour une conférence qu'on fait pour les incroyables comestibles, c'est l'exemple des jardins russes, des collectifs de jardins russes, les fameuses dachas. Les dachas, en fait, donc faut savoir qu'en Russie, il y a vraiment une tradition depuis très très longtemps, à la fois du fait que les urbains aient leur propre jardin nourricier. Donc des dachas, c'est des jardins périurbains souvent, ou parfois au sein même des villes, où les dachniki, donc c'est ces gens qui ont des dachas, vont cultiver leurs fruits et légumes. Donc c'est majoritairement fruits et légumes. La moyenne une surface disons potagère moyenne d'une dacha, c'est 600 mètres carrés. Pour vous donner une idée, un jardin ouvrier en France, c'est 30 mètres carrés. Donc voilà, on n'est pas sur la même échelle. Et donc, c'est pas du tout anecdotique. Si vous vous baladez sur Google Maps ou autre en Russie, vous allez voir ces poches ou disons ces ceintures de jardins autour de toutes les grandes villes. C'est vraiment très très impressionnant. Il faut savoir qu'à Moscou, par exemple, dans les années 90, 65% des habitants de Moscou étaient engagés dans du jardinage à destination alimentaire. Et donc à l'époque, ça représentait 20 à 30% de la production nationale en fruits et légumes. Toutes les grandes villes il y a en moyenne, je crois que c'est 40%, ou non, c'est 60% des urbains aujourd'hui, en moyenne, en Russie, ont une production potagère via leur dacha. Donc il y a 100 millions d'urbains en Russie, donc il y a 60 personnes qui pratiquent le jardinage à destination alimentaire en Russie, et ça peut même monter jusqu'à 80%, comme une ville comme Kazan, qui compte 80%, qui est une ville de 1,2 million d'habitants en Russie, et qui compte 80% de jardiniers dans leur effectif. Donc là, vous avez une autre photo satellite, vous voyez ces poches de jardins ouvriers aux abords des villes, de la ville. Je crois que ça, c'est Kazan pour le coup. Alors bien sûr, faut remettre ça dans le contexte, hein, c'est la Russie. Ils ont vécu énormément de crises différentes qui ont pu aussi amener la population à ça, mais pas que. Il y a aussi, il y a une recherche d'autonomie de fait des Russes, et c'est aussi une recherche culturellement de liberté pour les Russes. Voilà, c'est un petit peu leur coin de liberté où ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, un petit peu tranquillement. Voilà, le régime russe n'est pas forcément très enviable au niveau politique, en tout cas, donc on peut comprendre ça.
Alors qu'en France, les jardins ouvriers, c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément une très bonne image. En tout cas, bien sûr, c'est redoré. Et puis, je pense que les Incroyables Comestibles font un super boulot par rapport à ça. Je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose ou vous faire la leçon ici, mais ben voilà, moi, je trouvais cet exemple très inspirant. Là, vous avez une photo d'une dacha. Donc voilà, avec ce jardinier qui est en train de faire un feu de broussailles, chose qui est interdite en France depuis 2011 d'ailleurs, pour petite précision. Là, quand on a de la matière organique, c'est mieux de la remettre au sol et pas de la brûler. Voilà, ça c'est anecdotique. Voilà, en France, juste pour information, voilà, donc ça serait tout à fait possible, si besoin, venez. Hein, mais bon, en tout cas, ça peut être un gros lieu d'action. En France, 57% des ménages habitent dans une maison et ont une surface moyenne de jardin d'environ 600 mètres carrés, donc équivalent à une dacha. Voilà, donc il y a un potentiel nourricier, en tout cas à l'échelle citoyenne par rapport à ça. Donc là, une autre slide aussi pour vous évoquer l'agriculture urbaine qui se développe. Donc ça, potentiellement, on peut dire que ça peut être anecdotique, mais pas tant. Là, je vous ai mis du coup l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, la FAUP, qui fait un chouette travail et qui accompagne des collectivités ou qui conseille des collectivités par rapport à ça. Et puis l'école vert aussi qui ont co-créé le MOOC agriculture urbaine. Et il y a vraiment une nouvelle vague en ce moment. Ce MOOC, il y avait 20 000 inscrits l'année dernière, et là, cette année, il a eu une nouvelle inscription. Je pense qu'il y aura aussi pas mal d'inscrits. Donc l'agriculture urbaine, bon, c'est pas forcément une visée, on va dire, c'est pas ça qui va nourrir clairement la France. Par contre, on sait qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs, il y a de plus en plus de néo-paysans, donc des gens qui sont non issus du monde agricole, qui se lancent paysans, qui se lancent agriculteurs. Et le fait qu'ils puissent se tester en agriculture urbaine, qu'ils puissent, voilà, ça crée des vocations. C'est aussi super pour la sensibilisation, voilà, pour ramener de la biodiversité en ville. Voilà, donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour la conférence des incroyables comestibles. Mais je pense que les incroyables comestibles font un travail formidable en France, en tout cas, sur ces questions. Une autre voie de résilience, donc, c'est de développer des outils locaux et de stockage, à la fois de stockage et de transformation. Du coup en local. Donc là, je vais vous donner un exemple très chouette. Donc ça, c'est au Pays Basque. Ils ont relocalisé complètement une filière de production de pain. Donc ça s'appelle Erico. Vous pourrez trouver ça sur Internet. On a d'ailleurs fait aussi une vidéo, nous, les greniers d'abondance, avec thèse en images spécifiquement sur eux. Vous pouvez trouver ça sur notre page YouTube ou PierreTube. C'est un reportage qui dure une dizaine de minutes. Et voilà, et donc ils ont aujourd'hui, c'est une vingtaine de paysans donc, qui produisent des céréales pour faire du pain. Donc il y a 2 minotiers, donc deux moulins et une soixantaine de boulangers qui sont intégrés à cette filière locale. Et voilà, et quand voilà, on essaie de recréer quelque chose, qu'on essaie de reterritorialiser notre alimentation comme ça, en fait, on joue sur plein de leviers différents. Donc là, je vous ai remis une image du système alimentaire. Donc on va jouer sur l'installation agricole, on va favoriser la diversification et puis voilà l'installation potentiellement d'agriculteurs qui vont pouvoir bien valoriser leurs produits parce qu'ils vont pouvoir le vendre en direct et ils vont avoir voilà, comme ça la valeur ajoutée beaucoup plus grande dans le local. Ils font un super travail aussi sur les semences paysannes, Erico. Là-bas, c'est des champs, c'était une production de céréales qui a été mise à la place de maïs. Voilà, donc ça permet aussi de diversifier une production. Là-bas, on sait qu'en Pays Basque, ils font énormément de maïs pour nourrir notamment des animaux. Bien sûr, là, on travaille sur la production locale, sur des pratiques agroécologiques. Là, en l'occurrence, ils ont une charte agroécologique sur cette alimentation-là. Ils ont recréé des outils de transformation locaux. Donc, il y a aussi une question d'emploi. Simplification et raccourcir la logistique. Et enfin, manger plus végétal. Il faut savoir qu'en France, donc on exporte, je crois que c'est la moitié de notre production céréalière. Et pour ce qui reste, 80% de notre production de céréales est utilisée pour nourrir des animaux d'élevage. Donc voilà, donc, il y a aussi un levier d'action par rapport à ça, c'est-à-dire si on mangeait du coup plus végétal, c'est-à-dire
Si au lieu d'utiliser cette alimentation pour nourrir des animaux, on l'utilisait directement pour nourrir des humains, on aurait ici un grand levier d'action à utiliser par rapport à ça. Donc ça pour le coup, on pourrait aborder la question. Enfin, on pourrait en dire beaucoup de choses par rapport à ça, mais je vous oriente plutôt sur le guide. Une autre voie de résilience, c'est de favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes. Donc là, vous avez une photo d'une moissonneuse-batteuse tirée par des chevaux, je crois qu'ils sont une quarantaine. Donc c'est une photo qui date de 1910 aux États-Unis. 33 chevaux, pardon. Je pense qu'on va en voir un peu plus. Non, 1902, pardon. Et à côté, du coup, une moissonneuse un peu plus récente. Encore que je pense que maintenant, ils font encore beaucoup plus gros. Et donc, comme vous avez pu le constater, on est aujourd'hui très dépendant d'énergie extérieure en France. Donc, c'est intéressant d'avoir une réflexion autour de ça. Donc après, c'est force. Il y a des choses qui sont bien ou pas bien. Voilà, la méthanisation, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? L'agriculteur, il commence à produire de l'énergie, même pas pour lui. Hein. La méthanisation, souvent, c'est de l'énergie qui est produite pour l'extérieur. Voilà, tout ça, ça pose question. Et l'autonomie technique, faut travailler sur des solutions low-tech, réparables. Tout ça, c'est aussi très important et participe à la résilience. Il faut savoir qu'en France, on n'a plus de constructeurs français de tracteurs. Enfin, on a des constructeurs, des usines qui fabriquent des tracteurs en France, mais il y a plus de marques, disons, de marques en France ou d'entreprises franco-françaises qui fabriquent des tracteurs. Voilà, c'est un petit élément d'information. Et donc, sur l'autonomie technique, juste aborder le travail formidable que fait l'Atelier Paysan. Donc, l'Atelier Paysan, qui est une coopérative qui travaille tout en open source et qui accompagne et qui promeut des solutions low-tech appropriables par tous sur à la fois les techniques paysannes, la création d'outils. Donc, ils font des formations. Ils ont un site internet avec énormément de ressources. Donc, c'est vraiment un chouette organisme qui est hyper intéressant pour les paysans par rapport à ça. Et enfin, une dernière voie de résilience qu'on peut aborder, c'est préserver les terres agricoles. Bon, ça, on l'a un petit peu vu. Souvent, les meilleures terres agricoles, elles sont autour des villes, et c'est là où il y a la plus grande pression foncière. Et donc, il y a un vrai enjeu pour garder ces terres et faire en sorte qu'elles deviennent ou qu'elles restent nourricières pour les villes. Et voilà, et faire en sorte qu'elles soient en circuit court et d'installer des paysans, ça c'est très important. Je ne vais pas forcément trop aborder ce point-là. Johan, tu me dis si je dépasse un petit peu, mais je peux aborder un petit peu aussi le. Vas-y Arnaud, vas-y. Ça marche. Je disais qu'au sein de l'assaut, du coup, on a ce guide donc, qui est notre principal outil, mais on en développe d'autres. Notamment, on a développé du coup c'est Crater, qui est une application internet. Hein, vous pouvez aller dessus juste après. Là, vous avez juste besoin de votre code postal. Et donc c'est crater.résiliencealimentaire.org. Et en fait, dans cette application-là, on va essayer de récupérer toutes les données qui sont disponibles et les mettre en forme pour indiquer. Enfin, voilà. Et ça permet de voir schématiquement, assez rapidement, différents indicateurs de résilience de votre territoire. Donc, il y a 5 échelles différentes, à la fois la commune, l'intercommunalité, le département, la région. Et on peut même regarder aussi pour la France. Aujourd'hui, il y a 4 indicateurs qui sont. Il y en a un 5e qui va arriver d'ici un mois. Voilà, donc les indicateurs, c'est la population agricole, la politique foncière, voir un petit peu où votre territoire se situe par rapport à la thématique de l'artificialisation, les pratiques agricoles, voir un petit peu le bio. On prend l'indicateur HVN et l'indication besoin-production. Donc ça, c'est votre premier indicateur quand vous arrivez sur l'outil. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui est produit sur votre territoire et quels sont les besoins du territoire. Est-ce qu'il y a adéquation ou pas? Et pareil, ça peut donner des indications. Enfin, ça peut donner des indications sur, est-ce qu'il serait intéressant d'installer tel paysan ou pas en termes de restauration collective, qu'est-ce qu'il faudrait reterritorialiser? Et ça, on récupère du coup le chouette boulot de Terdolien et du Basic et de la FNAB, qui ont créé l'outil Parcelle,
voilà, on est en lien avec eux, donc on met aussi on met en exergue du coup cet outil-là directement dans Cratère. Voilà ce que je peux te dire. Bon, je pense que Johan, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. On peut éventuellement passer aux questions, s'il y en a. Merci Arnaud de la présentation, vraiment très très riche. J'étais certain d'apprendre beaucoup de choses, c'était le cas. On va prendre les questions, c'est le moment des questions. Désolé, hein, j'ai pas du tout vu ce qui se passait dans le chat, du coup, vu que je voyais que ma présentation. C'est bon, t'inquiète pas. Ouais, très bien. Donc vous pouvez lever la main ou... Alors sinon, parce que moi j'ai toujours des questions, hein, je peux commencer. C'est facile. Hein. Flavine, à toi. Oui, bonsoir, c'est encore Marie-Noël. Marie-Noël, Mais Flavine a écouté peut-être plus attentivement que moi. Moi, j'avais une question concernant les phosphates, puisqu'au fait, ça fait partie des intrants obligatoires, si j'ai bien compris. Par quoi on peut les remplacer? Le phosphore, le phosphore, c'est un atome. Donc Non, le phosphate. Le phosphore. Tu parlais du phosphore, alors j'ai peut-être mal entendu. J'ai noté phosphate. Oui, le phosphore. Mais phosphore, phosphate, le phosphate, c'est une molécule où il y a du phosphore dedans. Mais du coup, on peut, le nutriment, le phosphore, on peut pas le remplacer. On peut faire en sorte de le. Non, mais je veux dire, au lieu de l'avoir en chimique, ça serait quoi alors le modèle qui permettrait d'avoir cet intrant, j'allais dire, de garantir cet intrant, ça serait quoi? Eh bien, alors, la perte principale au niveau du phosphore, ça se passe au niveau de l'assainissement et du traitement des urines. Je crois que c'est au niveau du phosphore, je crois que c'est 90% du phosphore qui est excrété par notre corps, qui se retrouve dans nos urines. Après, ces urines, elles sont traitées en station d'épuration. Et donc ce phosphore-là se retrouve dans les boues d'épuration. Il y en a assez peu qui est recyclé. Il y en a une bonne partie, enfin une partie qui est relarguée dans l'environnement et dans les rivières. Et donc, on a des phénomènes d'eutrophisation. C'est notamment les algues vertes, par exemple, en Bretagne. Donc, en plus, ça crée des pollutions. Et donc ces boues d'épuration, soit elles peuvent être répandues dans les champs. Donc là, du coup, on boucle le cycle. Donc ça entre guillemets, ça va, même si ça crée d'autres problèmes. Ou sinon, elles sont mises en décharge ou incinérées. Et là, pour le coup, cette molécule, du coup, qui est une ressource limitée, est perdue à jamais. Et donc l'idée, ça serait, il y a différentes manières. Hein. Déjà, il faudrait, pour ce qui est des déchets disons de cuisine, le gaspillage alimentaire, tout ça, il faut plutôt aller sur du compostage de proximité. Donc voilà, donc ça c'est vraiment faire du compostage en ville, parce qu'en campagne c'est pas forcément la problématique. Et après remettre ces éléments-là disponibles pour les paysans. Et c'est pour ce qui est des matières fécales et urines. En gros, ça serait de revoir un petit peu notre système d'assainissement et d'essayer de capter ces éléments-là. Donc, il y a différents modèles qu'on explore dans le guide. Il y a notamment la séparation des urines à la source. Voilà, il y a des bâtiments publics qui commencent à arriver en France où on sépare les urines et on stocke ces urines. Soit on les transforme, soit on les épand directement dans les champs. Ça, c'est possible. Faut savoir que l'assainissement collectif, comme on le connaît aujourd'hui, en fait, pareil, ça vient de l'après-guerre, ça a quelques dizaines d'années. Ça a permis de répondre à l'expansion des villes, du coup, qui produisaient trop d'effluents, trop d'excréta, qui étaient plus gérables par les agriculteurs avoisinants. Donc, en fait, on a créé des stations d'épuration pour diminuer ces quantités d'excréta et en fait, soit les évacuer dans l'environnement, donc elles sont perdues, soit les recycler, mais aujourd'hui, c'est vraiment un recyclage qui est très minime. La question de Marie-Noël correspondait en plus à la mienne, parce que j'avais une question sur le compost, puisque dans ta slide 55, je crois, il n'y avait pas de réponse sur la question des déchets, sur les voies de résilience. Ouais. Pardon. Et voilà, donc, oui, tout à fait. Eh bien, on est toujours pour ce qui est du compostage, on est toujours sur la voie de résilience, bouclage des nutriments. Donc aujourd'hui,
les déchets de cuisine et de table, que ce soit pour les établissements scolaires, en restauration collective, pour les particuliers, il n'y a pas encore d'obligation. Donc tout va dans, enfin, soit les gens, disons, le font par acquis de conscience, ou entre guillemets, ça se développe, mais sinon tout part à la poubelle noire, et donc c'est soit mis en décharge, soit incinéré en France. Et donc il y a une directive européenne qui oblige à partir de 2024 justement à le tri à la source de toutes ces matières, donc des matières fermentescibles, et qui vont devoir être traitées soit en compostage de proximité, voilà, compostage en pied d'immeuble ou en établissement scolaire, etc. Ou c'est des matières qui vont être aussi sinon traitées dans des plateformes de compostage à l'extérieur des villes, et on serait sur des modèles un petit peu comme aujourd'hui, pour les déchets poubelles noires, donc avec récupérés par des camions, etc. Et après, il y a la troisième option qui est la méthanisation de ces matières. Voilà. C'est un peu les trois options pour permettre de boucler les nutriments par rapport au compostage. Merci Arnaud. Alors c'est Daniel et ensuite Flavine. Oui, bonjour. Alors je parle au nom de Daniel parce que c'est pas mon compte, en fait, je m'appelle Sarah. D'accord. Donc en fait, je suis récemment diplômée chef de projet en alimentation durable à Montsartou. Et oui. Je suis basée dans le 06 et je cherche où agir professionnellement pour avoir le plus d'impact. Donc en fait, je me suis tout de suite intéressée au PAT de la métropole. Le problème, c'est que je les ai rencontrés en visio la semaine dernière et j'ai vraiment pas envie de travailler avec ces gens-là. Parce que c'est très Quelle métropole ? Nice. Ah oui, Nice, ok. Donc c'est super inaccessible parce qu'au niveau politique, c'est quand même très cadré, on va dire. Et donc du coup, ça veut dire soit se rabattre sur une petite commune qui reste alternative et un peu bobo, mais du coup, on a un impact de 150 élèves dans une cantine. Et donc, du coup, c'est compliqué parce que, voilà, je sais pas si vous avez une antenne locale qui pourrait me conseiller sur là où je pourrais être le plus utile, en fait. Ouais, vaste question. Bah, alors, nous, au sein des greniers, on est répartis sur tout le territoire. On est 200 membres. On n'a pas forcément d'antenne locale. Enfin, on a des zones comme ça. On est un peu plus présent, comme Lyon, Paris, Toulouse. Il y a une carte. On a une carte sur notre site internet. Vous allez dans résiliencealimentaire.org/association. Normalement, vous avez une carte où nos membres se repèrent, se géolocalisent. Là, comme ça, dans le 06, j'avoue que je sais pas si on a grand monde. Après, à Montsartou, quand même, il y a une super dynamique. Donc, je pense qu'il y a quand même, un réseau assez fort là-bas, notamment avec Gilles Perrol, que je ne connais pas personnellement, mais qui est très présent sur ces questions-là. Oui, ça reste un élu très occupé. D'accord. Ouais, après, pour avoir le plus d'impact, je sais pas, devenez paysan. Non, mais c'est une blague. J'y ai pensé pendant la conférence, merci. D'accord. Non, mais c'est ça, parce que moi-même, je vais devenir paysan. Mais bon, c'est pas ça à faire. Hein. Non, c'est vaste. Hein. Il faut transformer le système à toutes les échelles, dans tous les maillons du système alimentaire. Effectivement, la politique publique, c'est important. La distribution, la logistique, les déchets, c'est important aussi. Nous, on pense que l'échelle vraiment commune, intercommunalité, c'est vraiment une bonne échelle au sein des greniers. On pense ça. Après, c'est pas forcément sûr, hein. mais voilà. Donc, moi, je peux vous dire. Je sais que sur les. Après, les PAT, il y en a au final pas tant que ça. Là, je sais qu'avec le plan de relance, ils ont remis un petit peu d'argent là pour en financer un peu plus, mais c'est pas non plus énorme. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, ça vivote un peu, quoi. Il n'y a pas beaucoup de moyens qui est mis en œuvre. Et quand il y a des moyens qui sont mis en œuvre sur les projets alimentaires territoriaux, c'est des financements sur quelques années, quoi. Ça ne va pas chercher très loin, malheureusement. Peut-être juste un rajout de question pour ne pas abuser. Est-ce que vous avez un lien avec l'Italie? Parce que dans le 06, on a cette particularité d'être proche de l'Italie et eux, ils ont une résilience assez développée par rapport à la France, je crois, parce qu'ils sont beaucoup en circuit court. Je ne sais pas si vous avez un contact avec l'Italie. Non, pas du tout. Pour le coup, non, on a un Québécois dans l'assaut, mais non, c'est assez franco-français, ouais. Désolé. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Sarah, j'ai mis le lien Résilience alimentaire à l'association avec la carte pour aider à trouver un contact local. Merci. Marie.
si tu souhaites, tu peux adhérer à l'asso. Voilà, et après, tu auras accès du coup un petit peu à nos outils, à nos contacts. Voilà, c'est possible aussi. C'est noté. Merci. Marie-Noël. Flavine. Excuse-nous, on n'est pas rapide pour trouver le micro. Donc, en fait, c'est pour revenir sur cette question des phosphates, parce que, en fait, je voulais savoir la mise en place de toilettes sèches au niveau collectif, par exemple dans des écoles, avec une production locale de. Alors, je ne sais pas si on plantait des arbres têtards, par exemple. Est-ce que ça serait pas plus pertinent? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de changer tout un réseau d'assainissement. Oui, c'est compliqué. Il y a des normes à respecter. Alors, moi, je connais. Alors, en campagne, ça pose pas tant de problèmes. Je pense que c'est plutôt en ville. Il y a tout un pan de recherche sur ces questions-là. Il y a notamment le OCAPI, le CESE, qui travaille. Alors, CESE, non, je me suis trompé, dans tout cas, OCAPI, qui travaille sur ces questions-là. Voilà, de séparation à la source, de valorisation de ces excrétas directement pour les agriculteurs, qui ne passeraient pas par le système réseau eau potable et après rejet dans les rivières et autres. C'est pas évident. Et puis vous parlez des arbres têtards. Effectivement, quand on est sur du compostage de matière organique, on a besoin de matière carbonée, donc de broyat de bois notamment. Et donc ça, c'est une ressource qui aujourd'hui n'est pas limitante, mais qui pourrait le devenir, notamment sur les questions de stockage de carbone et tout. Donc ça peut potentiellement poser problème. Donc après, voilà, planter des trognes, planter des arbres, planter des haies, ça c'est sûr, il faut le faire. C'est très important de replanter des haies ou des arbres, que ce soit en ville ou en campagne. Il y a des subventions d'ailleurs aujourd'hui qui financent le fait de replanter des haies. On avait subventionné les agriculteurs il y a quelques temps pour arracher leurs haies. Maintenant, on les subventionne pour en planter. Mais bon, on continue toujours à en arracher d'ailleurs plus qu'on en plante, donc c'est dommage, mais bon, c'est en train de changer. J'ai pas trop répondu à la question, mais en fait, en toilette sèche en ville, je connais pas trop. Je sais qu'il y a il y a assez peu d'initiatives. Si, à Bordeaux, vous pouvez aller voir à Bordeaux, il y a la Fumainerie à Bordeaux. C'est une association qui fait qui promeut les toilettes sèches en ville et qui gère toute la logistique, toute la collecte et la valorisation. Mais je crois c'est les seuls. D'ailleurs, ils sont financés par la Fondation de France ou la Fondation Carasso, parce qu'ils sont à caractère innovant. Mais voilà, c'est vraiment anecdotique aujourd'hui. Il y a le lien en commentaire. Bravo, Johan, c'est très rapide. Alors, dans la présentation, tu soulignes, d'ailleurs, c'est souvent que les intervenants soulignent que comment la granularité du territoire de la commune ou l'intercommunalité est la bonne pour la transition, pour cette transition écologique. Aujourd'hui, si l'État, quelque part, n'est pas à la hauteur, est-ce qu'il pourrait l'être? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à un niveau étatique qui pourraient faciliter tout le reste? Ouais, bien sûr. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, mais par exemple, sur la PAC, je sais que donc, la politique agricole commune, c'est un levier d'action énorme, mais vraiment énorme. Il y a une énorme part des agriculteurs aujourd'hui qui dépendent de la PAC pour vivre, tout simplement pour se payer, parce que autrement, ils seraient déficitaires, donc les aides de la PAC. Et donc, il y a des choses qui se décident au niveau de l'Europe, mais de plus en plus, c'est au niveau national que la redistribution se fait. Donc clairement, qui c'est qui décide? C'est le ministre de l'Agriculture. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur de Normandie. Et donc, oui. Et donc, orienter ces financements vers des pratiques agroécologiques, vers des choses comme ça, replanter des haies, vers le fait que redonner des subventions, par exemple, qui soient orientées sur de la production locale, sur travailler sur l'autonomie en protéines végétales. Essayer de travailler sur manger plus végétal, donc c'est-à-dire là il y a eu la polémique sur les repas végétariens, mais bon c'est une vraie alternative. Il y a plein de choses à faire qui peuvent clairement se jouer au niveau national, ouais. Mais après effectivement, si au niveau national ils sont sur disons qu'une politique vertueuse, ça aidera aussi clairement l'échelle collectivité.
qui du coup, elle aura encore plus d'ampleur pour sa politique, quoi. Merci. Une autre question? Ah oui, question. De Kevin. Et juste pour terminer par rapport à ça, nous, l'association Les Greniers d'Abondance, on fait partie du collectif et du lobby pour une autre PAC, justement, qui milite, donc c'est un collectif qui fait du plaidoyer, c'est pour ça que je dis lobby, qui fait du plaidoyer sur ces questions de PAC. Voilà, pour information. Vous pouvez aussi aller voir du coup ce groupe-là. Merci. Kevin Butel. Si vous préférez qu'on lise, je peux lire la question, mais sinon je vous laisse la parole. Alors, je vais lire la question. Donc, bonsoir. D'après votre expérience, que faut-il soutenir en premier sur un territoire, donc un territoire communal ou un CPI, pour développer un vrai circuit local d'alimentation, des porteurs de projets, des terres maraîchères disponibles, une plus grande demande de la population pour une alimentation locale? Donc, tu vois les questions dans... Qu'est-ce qu'il faut prioriser, ouais. Eh bien, en écoutant la question, moi, je pense un petit peu aux différents outils qu'on a. Vous pouvez déjà essayer de faire un pré-diagnostic de votre territoire, où vous vous situez, quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et pour ça, il y a le tableau de bord de la résilience alimentaire, donc il y a un tableau Excel qui est issu de la recherche-action avec le Grand Angoulême, où là, sur ce tableau-là, vous rentrez un petit peu les différents paramètres. Pareil, il est téléchargeable sur le site internet. Vous rentrez un petit peu les différents paramètres de votre territoire et ça va vous donner vos atouts, vos faiblesses et du coup vos priorités d'action. Donc moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est un diagnostic de territoire, voir où vous vous situez. Vous avez forcément des forces, vous avez forcément des choses où vous êtes plus ou moins bien. Et après, effectivement, quand quelque chose qui est en tout cas, un projet alimentaire, c'est souvent très mobilisateur. Donc, c'est important d'avoir une bonne mobilisation au niveau local, que ce soit citoyenne, au niveau des élus, des entreprises locales. Et donc, la restauration collective, l'alimentation locale, c'est un super levier. Souvent, les PAT commencent par la restauration collective avant d'attaquer autre chose, parce que ça met en lien plein de gens. Les parents d'élèves sont contents. Enfin bon, il y a une bonne dynamique de territoire qui se crée par rapport à ça. Après, c'est pas forcément le plus simple. Pour le coup, c'est entre guillemets, c'est politiquement sexy, mais c'est pas forcément le plus facile. Moi, je dirais effectivement, faire un diagnostic. Et s'il manque, je sais pas, il manque des maraîchers, c'est regarder un petit peu s'il y a des terres disponibles pour faire du maraîche. Parce que le maraîcher, ça demande peu de surface, c'est une valeur ajoutée. Ça permet d'avoir une valeur ajoutée assez forte. Ça permet de faire du circuit court très facilement. Il y a assez peu besoin de stockage, peu besoin de transformation. C'est une idée comme une autre, mais moi je commencerai par ça en tout cas. Merci beaucoup Arnaud. Stéphane, Adam. Je peux laisser la parole ou je vais lire. Alors, est-il possible aujourd'hui en France de réussir à vivre en tant qu'agriculteur sans recevoir d'aide? C'est une question qui est... Alors, j'ai pas les chiffres en tête. J'ai pas les chiffres en tête, mais il y a des agriculteurs qui reçoivent pas beaucoup d'aide. Aujourd'hui, les aides, elles sont proportionnelles à la surface qu'on a, quasi exclusivement. En tout cas, les aides de la PAC. Et donc, ça veut dire qu'un grand propriétaire terrien, agriculteur qui fait du céréal, il va clairement avoir beaucoup plus d'aide qu'un maraîcher. Toute autre activité sur petite surface. Et donc, en général, les agriculteurs qui sont sur petite surface, ils peuvent avoir des aides à l'installation, mais pas tous forcément. C'est un choix à la base. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc, il y a clairement des agriculteurs qui vivent sans aide. Mais alors, je ne connais pas la proportion et je pense qu'elle n'est pas très grande. Alors, dessus, juste... parmi les incroyables comestibles, il me semble avoir vu plusieurs retours d'expérience de personnes qui ont entre 1500 et 3000 m² de surface et qui s'en sortent avec ces surfaces seules. Donc, en maraîchage. Oui. Ouais, il y a différents modèles, effectivement. Ça va de 1000 m² avec l'étude polémique du Bec et Loin jusqu'à 2 hectares par équivalent temps plein. Ouais. Donc, il y a un facteur 20 de différence. Ça dépend des territoires, ça dépend de comment on valorise ces produits. En tout cas, le maraîcher, produire des fruits et légumes, c'est souvent la chose auquel on pense en premier. Mais en tout cas, en France, ça a vraiment du sens parce qu'on importe la moitié de nos fruits et légumes.
Donc voilà. En tout cas, pour le coup, ça a vraiment du sens de faire ça. Une autre question? Sinon, je vais poser la mienne. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la politique agricole commune. On connaît un petit peu son orientation. Il y a aussi le poids de l'OMC. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui parlez avec les ministres de temps en temps, est-ce qu'on sent qu'il y a un changement d'orientation fort est-ce que, par exemple, les propositions de notre PAC sont de plus en plus écoutées? Est-ce que ça avance de ce côté-là ou est-ce qu'on sent toujours une réticence forte au niveau lobby, au niveau la PAC traditionnelle, au niveau… où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut rêver ou est-ce qu'aujourd'hui ça stagne? Ok. Alors, au niveau comme je disais tout à l'heure, au niveau des greniers d'abondance, on est dans le collectif PAC, du coup pour une autre PAC. Donc on a quelques référents de l'asso du coup qui suivent les débats, qui regardent un peu ce qui s'y passe. Et alors moi je sais pas donc je connais pas forcément extrêmement bien le sujet. En tout cas, ce que je vois passer, c'est que non, aujourd'hui les changements sont très longs, pas suffisants, et que la réorientation des budgets se fait vraiment au compte-gouttes. Donc, ouais. Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, je pense que c'est clairement pas suffisant. Merci. La réponse que je craignais. Oui. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ben, très bien. On va arrêter là. Alors, les informations utiles aussi, donc pour ceux qui nous suivent en direct et un peu plus tard. Donc, c'est le site internet des greniers d'abondance, donc résiliencealimentaire.org, je l'ai mis dans le lien. L'outil Cratère, un bijou. Donc, le lien est mis à 19h40, donc cratère.résiliencealimentaire.org. Et votre bouquin, vraiment qui est une Bible, qui est vraiment une Bible. Donc, vous allez sur résiliencealimentaire.org et vous pouvez télécharger en laissant simplement vos coordonnées, vos emails. Et vous aurez vraiment une Bible, vraiment un super beau bouquin, vraiment bravo. Vraiment bravo. D'ailleurs, c'est après l'avoir lu que je me dis il faut absolument qu'on vous ait avec nous dans cette semaine de l'incroyable printemps. Arnaud, je te remercie. Merci beaucoup. Merci pour la présentation de ce soir. J'espère que c'était pas trop dense. Non, c'était passionnant. Et il ne me reste plus qu'à arrêter l'enregistrement. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup.